Évidemment, c'est pas une raison précise qui a fait que j'ai pris la décision du jour au lendemain de me dire je quitte la banque. C'est plusieurs raisons. Vous pouvez contacter votre agence du coin, votre conseiller. Demandez-lui de vous faire des propositions d'investissement ou des produits. Enfin, vous pouvez aller regarder entre parenthèses le catalogue des produits qu'il a à vous proposer. Ça sera toujours des produits internes à la banque. Voilà, et si on lui demande un ETF qui n'est pas dans son catalogue ou une SCPI, il dira c'est pas possible. C'est pas possible, peut-être même plus loin, il vous dira je connais pas. Tu t'en doutes, les produits qui vont être proposés en banque de réseau, c'est pas les meilleurs produits du marché, loin de là. C'est souvent des produits très chargés en frais, très peu performants. L'entité qui va être gagnante de cet échange, c'est la banque. On le voit, les clients commencent à en être conscients. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un client m'a dit voilà, ça fait 10 ans que j'ai ce placement-là, j'ai rien gagné. Elle, la banque, elle a fait ses marges, mais le client, ou en tout cas l'investisseur, lui, non. Finalement, ces experts ou ce conseiller qu'on va avoir en face va se limiter à répéter ce qu'on lui aura appris. La banque va le former en interne et il va être un tremplin, il va toujours répéter finalement ce que la banque lui a enseigné. Il faut que les gens sachent que le conseiller que vous avez devant vous n'est pas un expert financier, n'est pas un financier du tout. Que finalement, les produits qu'il propose ou les solutions d'investissement qu'il propose ne sont pas bonnes du tout. Tout le monde a de l'argent en banque. Aujourd'hui, avec Omar, qui a gravi tous les échelons dans la banque, donc de conseiller de gestion de patrimoine dans une banque classique jusqu'à gestionnaire de fortune, on va parler des dérives au sein des banques, des pratiques commerciales qui peuvent être parfois trompeuses, parfois qui peuvent pas être dans l'intérêt des clients. Donc je suis avec Omar. Omar, tu as quitté la banque. Tu vas nous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux te présenter, Omar? Oui, bah écoute, merci Mathieu pour ton invitation. Moi c'est Omar, j'ai 30 ans. Je suis responsable gestion de fortune chez S'Investir Conseil. Il y a 1 an de ça, effectivement, j'ai pris la décision de quitter la banque. Donc ça n'a pas été une décision très facile, tu t'en doutes, parce que j'ai passé plus de 8 ans dans ce domaine-là, où effectivement, comme tu l'as rappelé, j'ai fait un peu tous les métiers, j'ai fait plusieurs entités même, où j'ai commencé par la banque classique, donc la banque de détail, la banque de réseau, que tout le monde connaît, donc les agences dans le coin de la rue. Et je suis passé aussi par la banque privée et plus récemment la gestion de fortune. Donc effectivement, gestion de fortune, peut-être la particularité, c'est que le ticket d'entrée va être assez important. J'ai accompagné souvent c'est des chefs d'entreprise, des personnalités politiques, des athlètes, des sportifs. Donc le ticket d'entrée est à partir de 5 millions d'euros de patrimoine financier. Ok. Ton plus gros client, il avait combien par exemple? Le plus gros, il avait 25 millions de patrimoine financier uniquement. Financier uniquement. Financier Après, il avait de uniquement. l'immobilier. Toujours, oui. De Ok. l'immobilier, des entreprises, Des etc. entreprises surtout. Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc ça n'a pas été une décision facile parce que c'est quand même très formateur et on apprend pas mal de choses dans le domaine bancaire. Mais finalement, plus j'avançais, on va dire, plus j'avançais dans le temps et plus je commençais à voir les limites de ce modèle-là. Donc, plus j'avançais et je voyais des choses qui ne me plaisaient pas ou qui n'étaient pas forcément en accord avec mes principes et mes valeurs. Ouais. Et ça, justement, on va en parler parce que je pense que tout le monde doit comprendre ce qui se passe dans les banques, Oui. ce qui se passe pour l'argent des clients. Donc toi, pourquoi finalement tu t'es désintéressé de ce modèle et tu as quitté la banque privée et la gestion de fortune? Oui, alors c'est vrai, pour le coup, ça a commencé très progressivement, depuis tout jeune finalement. Dès que j'ai commencé en fait ma carrière en banque, il y avait déjà des choses qui ne me plaisaient pas, qui me dérangeaient. Et effectivement, je découvrais ça au fur et à mesure. Et arrivé à un moment, donc évidemment, c'est pas une raison précise qui a fait que j'ai pris la décision du jour au lendemain de me dire je quitte la banque. C'est plusieurs raisons, mais principalement, je dirais, il y a 3 raisons qui m'ont beaucoup, moi, dérangé dans le domaine bancaire, dans la façon de faire des conseillers, de la banque en soi. Ok. Donc la première raison, ça serait quoi? Alors la première chose, moi, qui m'a vraiment dérangé dans le modèle bancaire, on va se concentrer peut-être 2 minutes déjà en parlant essentiellement de la banque de détail. On passera après à la banque privée, gestion de fortune si tu le souhaites. Mais la banque de détail, la première limite qui va être proposée aux clients, c'est qu'en banque de détail, on va travailler en architecture fermée. Alors c'est quoi une architecture fermée? Alors c'est assez simple à comprendre finalement, c'est que on va pouvoir proposer aux clients que des produits internes à la banque. Vous pouvez faire le test, c'est assez simple finalement. Vous pouvez contacter votre agence du coin, votre conseiller, demandez-lui de vous faire des propositions d'investissement ou des produits. Enfin, vous pouvez aller regarder entre parenthèses le catalogue des produits qu'il a à vous proposer. Ça sera toujours des produits internes à la banque. Voilà. Et si on lui demande un ETF qui n'est pas dans son
catalogue ou une SCPI, il dira c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être même plus loin, il vous dira je connais pas. C'est possible. Donc voilà, il se limite vraiment à la structure interne qu'il a, à ce qu'on l'a formé finalement. On l'a formé à cette assurance vie, à ce produit, à cet ETF, à cette SCPI. Donc il ne pourra vous proposer que ça sans alternative possible. Et donc, tu t'en doutes, les produits qui vont être proposés en banque de réseau, c'est pas les meilleurs produits du marché, loin de là. C'est souvent des produits très chargés en frais, très peu performants. L'entité qui va être gagnante de cet échange, c'est la banque. Et ils vont maximiser leur rendement, ils vont maximiser leur marge là-dessus. Mais nous, en tant que clients, en tant qu'investisseurs, et ça, on le voit tous les jours avec S'Investir Conseil, quand on s'amuse, entre parenthèses, à analyser des contrats existants, voilà, on le voit, les clients commencent à en être conscients. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un client m'a dit, voilà, ça fait 10 ans que j'ai ce placement-là, j'ai rien gagné. Et quand on s'intéresse de plus près à ça, bah, c'est normal. Combinaison de frais élevés et très peu de performance. Donc finalement, oui, la banque, elle a fait ses marges, mais le client, ou en tout cas l'investisseur, lui, non. Très clair, donc ça c'est pour la banque de détail, donc monsieur, madame, tout le monde. Comment ça se passe pour les gens qui ont plus d'argent en banque privée ou en gestion de fortune? Alors ça, c'est effectivement la banque de détail, donc pas de débat possible, on sait qu'ils travaillent en architecture fermée. Banque privée, gestion de fortune, le discours est un peu différent et justement, ils essayent de se différencier par rapport à cet aspect-là. En se disant, voilà, la banque de réseau, c'est une architecture qui est fermée. Passer chez nous, banque privée ou gestion de fortune, entre parenthèses, ça coûte de l'argent. Donc en fonction des banques, ça peut être des sommes très, très conséquentes. Un forfait annuel, souvent. Donc ça peut coûter beaucoup d'argent aux clients. 1000, 2000 euros par an? À partir de 500 euros jusqu'à 2000, jusqu'à Euros par plusieurs an. milliers, en gestion de fortune, plusieurs milliers d'euros par an. Donc ça, c'est juste le forfait pour accéder à la banque privée. Donc ça, c'est le coût d'accès. Ils font miroiter que c'est une architecture ouverte, alors que ça n'est pas eu. Ça l'est pas. Je te donne un exemple, ça va être très concret. Demain, j'ai un client, par exemple, en banque privée, qui a 200, 300, 500 000 euros à placer. Ce qu'on va beaucoup utiliser dans la banque privée, la gestion de fortune, c'est ce qu'on appelle la gestion sous mandat, la gestion conseillée, la gestion déléguée. Gestion pilotée. Gestion pilotée, voilà, c'est à peu près tous les mêmes termes, à quelques différences près, mais ça va être la même chose. Gestion sous mandat, pour faire très simple, c'est de la gestion active. Donc il y a un gérant derrière, on va déléguer cet argent-là, et il va pouvoir faire des opérations. Donc, je pense que ton audience sait ce que c'est, vu que tu en parles souvent, la gestion active. Pourquoi justement il ne faut pas aller sur ce type de gestion-là? Par exemple, demain, le client qui vient me voir, j'ai 500 000 euros à placer. Mon argumentaire à moi, en tant qu'architecture ouverte, c'est de dire, voilà, monsieur le client, avec les 500 000 euros, je peux vous proposer soit de la gestion sous mandat interne à la banque, donc le gestionnaire d'actifs est en interne dans la banque, soit je peux vous proposer de la gestion sous mandat chez Amundi, ou alors chez Rothschild Asset Management, ou alors chez Morgan Stanley. Et donc là, on lui propose, en tout cas, on lui laisse le choix sur plusieurs propositions de gestion sous mandat. Et c'est ça l'argumentaire finalement de la banque privée, c'est de se dire, voilà, on ne vous a pas menti, on est en architecture ouverte. Regardez, on a d'autres acteurs qui peuvent travailler. Bon, 2 problèmes à ça. La première, c'est pas parce qu'on s'appelle Morgan Stanley ou Rothschild qu'on peut faire de la performance. Et on peut s'arrêter 2 minutes sur les statistiques que tu présentes souvent, notamment l'étude Spiva. 97-98% des gérants actifs à horizon 20 ans sous-performent le S&P. Je ne sais même pas comment on peut encore avoir des débats là-dessus. Les stats sont très clairs. Personnellement, moi, je ne miserais pas mon avenir financier sur une probabilité de 2 ou 3% pour avoir le bon cheval qui va faire mieux que le S&P ou l'indice de référence. Très clair. Ça, c'était le premier point. C'est quoi ton deuxième point maintenant de pourquoi tu as quitté la banque privée et la gestion de fortune? Alors, le second point qui m'a aussi beaucoup dérangé et qui m'a surpris tout au long de ma carrière, et ça va être le manque de connaissances des conseillers. Alors, je vais beaucoup parler de la banque de détail sur ce point-là, parce que c'est beaucoup vrai en banque de détail. Et ça tombe bien, ça va concerner 95% des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Il faut que les gens sachent que le conseiller que vous avez devant vous n'est pas un expert financier, n'est pas un financier du tout. Et c'est limite terrifiant de se dire que celui qu'on nous présente comme conseiller n'est pas un conseiller ou n'est pas un spécialisé du domaine.
En banque de détail, on va avoir finalement beaucoup de gens qui sont issus de reconversion professionnelle. Et donc c'est pareil contre-intuitif, mais c'est vrai. On a beaucoup de gens qui qui font des reconversions professionnelles, qui viennent pas du tout du milieu de la finance ou de la gestion de patrimoine. Alors c'est pas un reproche en soi, hein, mais le client, en tout cas, a le droit de savoir ça, que la personne qu'on va lui présenter comme un expert ne l'est peut-être pas. Et donc, finalement, ces experts ou ce conseiller qu'on va avoir en face va se limiter à répéter ce qu'on lui aura appris. Donc, ce que la banque va le former en interne et il va être un tremplin, il va toujours répéter finalement ce que la banque lui a enseigné. Donc, avec des connaissances assez limitées, finalement, il va être, j'irai même plus loin, il va être persuadé que les produits qu'il a ou les propositions qu'il fait sont bonnes pour le client. Donc c'est un petit peu dangereux et je comprends. Si quelqu'un n'a pas envie de s'embêter avec, ça ou creuser, en tout cas creuser la finance et chercher de son côté, il pourra pas, savoir que finalement les produits qu'il propose, ou les solutions d'investissement qu'il propose ne sont pas bonnes du tout. Donc la banque, entre parenthèses, en profite. Elle reçoit des gens, des conseillers qu'elle va former 100 en interne et ça va être un petit peu le tremplin. Et donc, j'invite vraiment tous les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent à faire le test. Faites le test, ça coûte rien. Allez voir votre conseiller, appelez-le, allez le voir en rendez-vous et ne vous arrêtez pas à ce qu'il vous dit. Demain, enfin, je sais pas, passez-lui un petit coup de fil, dites-lui: «J'ai 50 000, 100 000, 200 000 € à placer». Petit spoiler, il va vous proposer des produits structurés, de l'assurance vie, un compte titre, pourquoi pas, avec des produits structurés dessus, de la gestion sous mandat, pourquoi pas, mais ça va s'arrêter à ça ou des SCPI internes, à la banque. Mais faites le test, allez plus loin sur ce qu'il vous présente. Il vous présente un produit structuré? Très bien, testez-le. C'est quoi un produit structuré? Allez plus loin dans la composition du produit structuré. C'est quoi la partie obligataire du produit structuré? C'est quoi la partie optionnelle du produit structuré? Spoiler, c'est pas une option, c'est un produit dérivé. C'est quoi un call? C'est quoi un put qui compose ce produit? C'est quoi l'indice sous-jacent? C'est quoi un decrement? Et donc, vraiment, allez dans le détail avec lui. Pourquoi le rendement affiché n'est pas annualisé? Donc, un rendement qui n'est pas annualisé, on ne peut pas le comparer avec un indice boursier qui, lui, a un rendement annualisé. Demandez-lui de faire le calcul, de transformer ce rendement en rendement annualisé. Et donc là, vous verrez, vous risquez d'avoir des surprises. Et il n'y a pas plus tard que il y a 2 semaines, avec un client, on s'est amusé à faire le test, qui était venu me voir effectivement, et son banquier lui a proposé quelques produits structurés. Donc on a passé allez, peut-être 1 heure ou 2 heures d'entretien juste à parler des produits structurés pour qu'il sache vraiment ce qu'il y a derrière et comment ça marche. Et donc il était un peu choqué de ce produit-là, comment il est composé, comment il est fait. Donc on a fait le test, enfin je lui ai dit: «Allez voir votre banquier, posez-lui ces questions-là et vous verrez si c'est vraiment un financier, s'il connaît, ce qu'il vend, ce qu'il a entre les mains ou pas». Alors première question, ça a pas raté, juste sur le sous-jacent, il savait pas répondre. Et donc c'est un peu terrifiant de se dire: «Bon, finalement celui que j'ai comme, expert en face de moi ne l'est pas». Autre exemple, une cliente du cabinet, que j'ai suivie il y a quelques mois. Donc on a fait le suivi, on a analysé ses contrats d'assurance vie. Bon, spoiler, pas de surprise, les performances et le contrat d'assurance vie en soi étaient vraiment pas terribles, donc beaucoup de frais, ce qu'on a l'habitude de voir dans les contrats bancaires. Donc on a décidé effectivement de clôturer le contrat, de partir sur d'autres choses, notamment une partie, SCPI. Donc la cliente est partie faire la clôture de son contrat d'assurance vie, donc elle a été reçue par le conseiller en question. Elle a demandé la clôture, donc elle lui a expliqué sa démarche, qu'elle n'était pas satisfaite des rendements, des frais appliqués, qu'elle, se voit plutôt, vers des solutions telles que les SCPI. Donc il procède à la clôture et le conseiller, donc elle me raconte, Mélanie me raconte que, le conseiller rebondit sur la clôture et lui dit: «Bah, pas de souci, moi aussi je peux vous proposer des SCPI. On en a et elles sont très bonnes, avec des bons rendements, des bons taux de distribution». Donc il lui fait, son speech pour lui présenter la SCPI interne de la banque. Donc il lui dit: «Voilà, moi je peux vous proposer une SCPI qui va vous donner 5 de taux de distribution». Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un taux de distribution,
C'est juste les loyers qui sont distribués aux associés de la SCPI. Donc 5% de taux de distribution, ce qui est plutôt dans la moyenne, on va dire, du marché. Sauf que, voilà, il a fait une projection avec elle, donc sur une somme de 50 000 euros. Il dit, voilà, sur 50 000 euros, je vous propose 5% de taux de distribution. Sauf que le taux de distribution qu'il a appliqué a été un taux de distribution trimestriel. Il a cru que le taux de distribution était calculé de manière trimestrielle. Exactement. Vu que la SCPI verse des loyers de façon trimestrielle, il a cru que les 5% étaient obtenus de façon trimestrielle. Donc tout le trimestre, elle allait gagner 2500 euros. 2500. Donc c'est le chiffre qu'il lui a annoncé. Il lui dit, voilà, ce que je vous propose, c'est 2500 euros par trimestre. Sauf que non, évidemment, le taux de distribution est bien un taux annuel. Donc c'est 2500 euros par an à diviser en fonction des trimestres qu'on a. Alors, bon, une erreur, ça peut arriver. Peut-être qu'il n'était pas dans son assiette ce jour-là. Donc, Mélanie, qui connaît un petit peu, vu qu'on a pris le temps de lui expliquer le fonctionnement des SCPI, les meilleures du marché, celles qu'on allait utiliser, elle a été étonnée. Parce que 5% tous les trimestres, là, on a un rendement qui est quand même très, 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 très élevé. Donc, ça l'a beaucoup surpris. Elle a rebondi dessus. Elle a dit, mais vous êtes sûr, 5%, c'est par an, c'est pas par trimestre. Et non, il était vraiment sûr de lui. Il a insisté sur ce point-là. Il a dit, mais je connais quand même mon produit, je connais mon métier, c'est bien 5% par trimestre. Bon, Mélanie, elle a insisté. Et le conseiller en soi est parti demander confirmation à la responsable de l'agence, qui est venue après dans le bureau, qui a rejoint du coup le conseiller plus Mélanie, et qui a confirmé les propos du conseiller. Donc elle a dit, oui, c'est bien 5% par trimestre. Donc voilà, c'est vraiment terrifiant. On se dit, il y a des choses pas possibles. On ne peut pas annoncer aux clients des choses comme ça, surtout si peu, de façon très peu précise. Là, il y a une grosse erreur qui allait être commise. Heureusement que, t'imagines, elle aurait souscrit, et souvent, ça va être la problématique, c'est que entre la promesse et ce qu'on a dans la réalité, dans la banque, il y a toujours un écart énorme. Oui, donc quand même, cette erreur, elle montre que le conseiller, il connaît quand même mal les SCPI, parce que penser que c'est 5% x 4, c'est quand même il y a quand même un problème. Oui, ça fait peur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de SCPI, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent aux SCPI proposés par les banques. C'est souvent celles qu'on voit d'entrée de jeu quand on va voir son banquier, ou celles qu'on voit aussi sur les médias qui ont énormément souffert dernièrement. Il faut comprendre qu'il y a des très très bonnes SCPI, que ça peut être une très bonne classe d'actifs et qu'il y a vraiment une grande distinction à faire. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça d'histoires qui t'est arrivé de manque de connaissance du conseiller en banque? Oui, j'ai beaucoup d'anecdotes, malheureusement. Donc, on pourrait passer plusieurs heures là-dessus. Mais allez, une dernière anecdote peut-être qui va parler à tout le monde. Une cliente récemment qui a fait une demande de rachat total, donc de clôture sur son contrat d'assurance vie, qui a signé en tout cas le courrier au banquier. Donc, dans le rendez-vous, ça a été fait. Il la rappelle une semaine plus tard pour lui dire Madame, voilà, sur le contrat d'assurance vie qu'on souhaite clôturer, il va falloir me dire quel choix vous voulez sur la fiscalité. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, quand vous allez clôturer, si vous souhaitez clôturer un contrat d'assurance vie ou faire un rachat, vous aurez toujours le choix entre le PFU, entre parenthèses la flat tax, ou alors le barème progressif, donc l'IR. Sauf que donc, le conseiller, au lieu justement de lui apporter un conseil, ce qu'il est censé faire, donc lui dire, voilà, selon votre TMI, selon votre imposition, selon votre structure familiale, l'option la plus avantageuse, ça serait celle-ci. Non. Il lui dit, c'est à vous de me dire quelle option vous voulez choisir. Flat tax ou barème. C'est à la cliente de faire le travail du conseiller. C'est à la cliente de faire le travail du conseiller, donc elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas, et c'est normal, c'est pas son domaine, elle n'est pas censée savoir ces choses-là. Et donc effectivement, ça l'a marqué, et en parallèle, moi aussi, je me dis, mais c'est pas possible. Là, aujourd'hui, où on vient demander un conseil, qui est relativement simple, pour déterminer ce qui est le plus avantageux entre la flat tax et le barème progressif, et ben non, c'est au client de faire le travail, et le client lui a bien précisé que lui ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Donc s'il y a une erreur, donc en fait c'est pour ça, il veut se dédouaner, comme ça s'il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur ou de faute de conseil. Donc effectivement, tu vois qu'il y a plusieurs limites aux conseillers. Alors ça ne se limite pas que aux conseillers malheureusement, comme on l'a vu avec les SCPI, même la responsable
à confirmer des choses qui ne sont pas vraies actuellement. Ouais. Dernière anecdote, et je m'arrête là parce que ça a été l'une des premières et qui m'a certainement le plus marqué. Il y a quelques années maintenant, je devais rendre un mémoire pour la fin de mes études, dans le cadre d'un master. Donc je l'avais rédigé et mon directeur d'agence à l'époque me dit Omar, n'hésite pas à me présenter ton mémoire, comme ça je pourrais le relire, te donner quelques astuces si besoin. Donc à l'époque, mon mémoire parlait déjà des ETF, justement. Donc, je me rappelle plus de la problématique exacte, mais ça parlait des ETF. En tout cas, c'était dans le titre. Donc je lui présente mon mémoire et la première question qu'il me pose, et ça m'a marqué, il m'a dit Omar, c'est quoi un ETF? Et qu'on ne comprenait même pas le titre de ton mémoire. Pas de façon ironique, il était très sérieux. Il m'a dit c'est quoi un ETF? Donc il Ok. comprenait pas, il ne comprenait pas, il ne savait pas ce que c'était qu'un ETF. Un directeur d'agence bancaire. Un directeur d'agence bancaire. Et voilà pourquoi je te dis que ça ne se limite pas aux conseillers. Et effectivement, même un directeur d'agence, on peut même des fois aller plus loin dans la hiérarchie et trouver les mêmes limites. Et c'est ça qui est inquiétant. Ça m'étonne pas. Sur le programme LBD qu'on a, donc la formation LBD, j'ai déjà eu des gens qui sont devenus conseillers en gestion de patrimoine suite à ça. Ça Incroyable. passion. Et notamment un qui m'avait fait ce retour-là. Il était en alternance dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et il m'avait dit, Mathieu, j'ai donné une conférence dans mon cabinet pour mes collègues, pour leur apprendre ce que c'était que les ETF. Ils ne connaissaient pas du tout les ETF. Faites le test. J'invite vraiment les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, faites le test. Appelez votre conseiller, dites-lui j'ai envie d'investir sur tel ETF. Allez, une chance sur deux, vous avez une chance sur deux pour qu'ils vous disent je connais pas cet ETF ou je connais pas ce que c'est qu'un ETF, ou alors on l'a pas. Voilà. Ça, ouais. Donc c'est très vite réglé. Et je vous invite aussi en parallèle à faire le test si vous le souhaitez avec S'investir Conseil. Moi, les gens que j'accompagne dans le cabinet, il y a beaucoup de pédagogie on essaie de mettre en place beaucoup de pédagogie. L'idée, c'est pas de dire au client faites-moi confiance, ça va être telle solution la plus adaptée pour vous, ou tel produit, ou j'en passe. Mais on prend vraiment le temps d'aller dans le détail et de leur expliquer pourquoi, les conséquences, et il y a une vraie transparence là-dessus. Et je vous invite toujours à creuser le sujet. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous propose une solution, creusez le sujet. Produit structuré, c'est quoi un produit structuré? Venez nous voir, on vous propose une solution, demandez, posez vos questions. Pourquoi cette solution? Quelles sont les conséquences de cette solution? Il faut vraiment aller dans le détail, comme ça, c'est toujours plus intéressant d'être conscient des choix qu'on va faire, des solutions qu'on met en place. Une fois qu'on est convaincu, c'est le plus important. Une fois qu'on est convaincu de la solution qu'on apporte et qu'on met en place pour soi, donc il ne faut pas se limiter à ce que le conseiller ou l'expert en face vous dit, mais il faut vraiment creuser, poser les questions, et c'est très important, c'est un axe très important, en tout cas pour moi, au pôle où je travaille, donc, mais dans tous les autres pôles de S'investir Conseil, c'est notre façon de faire. Tous les points négatifs, on va dire, présentés par les banques, tout ça, on souhaite le corriger à travers S'investir Conseil. Donc ça, c'était le deuxième point, manque de connaissance des conseillers. Oui. Tu nous as dit qu'il y avait 3 points. C'est quoi le troisième point? Troisième point, ça va être tout l'aspect, l'environnement, pression commerciale qui est soutenu par les conseillers. Alors, j'insiste dessus, on l'a vu tout à l'heure, le conseiller ne l'est pas forcément, c'est pas forcément un conseiller que vous avez en face. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un commercial. Lui, ce qu'on va lui demander, c'est de vendre des choses. On le voit dès le début de l'année, quand on est conseiller en banque de détail, la première chose qu'on fait au début de l'année, c'est le directeur te reçoit, il te donne une liste d'objectifs à atteindre. Donc voilà, sur cette année, tu auras tant d'entrées en relation à faire. Entrées en relation, ça va être les ouvertures de compte, tant de contrats d'assurance vie à ouvrir, tant de comptes titres, de la gestion sous mandat. Donc tout ça, c'est chiffré, c'est factuel. Donc sur ton année, il va falloir que tu fasses tous ces objectifs-là. Évidemment, ça aura des conséquences sur ta prime en fin d'année et d'autres paramètres. Et donc, c'est comme ça qu'on commence, en tout cas les commerciaux en banque commencent l'année, c'est déjà on a une liste faite avec tous les produits. Alors, malheureusement, ça ne s'arrête pas que aux produits financiers, ce qui serait logique. Bon, on est dans une banque, ils vont vouloir vendre de l'assurance vie, des produits financiers. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que ça ne s'arrête pas aux produits financiers, ça va plus loin.
Maintenant, dans les objectifs, on va trouver du crédit, ça ce qui est, entre parenthèses, logique. On va trouver aussi tout ce qui est IARD. IARD, c'est tout ce qui est assurance, auto, maison, et j'en passe. Donc, un conseiller bancaire qui est censé apporter des solutions aux clients, des solutions financières, se retrouve dans l'obligation de vendre des solutions d'assurance, qui, je le répète peut-être, mais n'est pas l'activité principale d'une banque. Mm. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi ils font ça ou pourquoi ils se lancent dans ce domaine-là? Alors, c'est très simple. En un mot, PNB. PNB, produit net bancaire, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires. Donc, tout est évidemment très surveillé, traqué en banque, et on sait exactement combien rapporte chaque, j'allais dire, classe d'actifs, chaque compartiment, les crédits, combien ça rapporte, l'IARD, donc les assurances de biens, combien ça rapporte, les assurances de personnes, combien ça rapporte. Et donc, l'IARD fait partie des compartiments qui rapportent le plus en termes de chiffre d'affaires par rapport aux clients qu'on a. Donc, c'est très source de revenus pour la banque. Et donc, il y a un développement fort sur cet axe-là de l'IARD. Pourquoi? Pour des raisons purement économiques. Ils veulent faire des marges. Ils arrivent peut-être au bout. Donc, il y a une masse de clients qui existe dans l'agence bancaire, dans la banque. Ils sont déjà peut-être tous équipés d'une assurance vie, d'un livret, de crédit. Donc, pour renouveler ce stock, ça peut être compliqué s'ils ont déjà des solutions financières. Et donc, ce qu'ils n'ont pas, peut-être, ou ce qu'ils ont ailleurs, évidemment, ça va être les assurances de biens, de personnes. Et donc, c'est pour ça que la banque développe beaucoup cet axe-là. En tout cas, surtout en manque de détails, pour le coup, qui concerne 95% des gens, je le rappelle. Donc, voilà un petit peu tous les compartiments qu'il y a. Donc, déjà, on perd une certaine logique à commencer à commercialiser des produits d'assurance. Ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est encore plus terrifiant. C'est que maintenant, je pense qu'on l'a vu, il y a certaines banques qui vendent aussi des forfaits téléphoniques. Ouais. On en est arrivé là. Pourquoi? Toujours la même motivation, ça va être une question de PNB, chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que ça rapporte? Il faut renouveler les équipements des clients. Et donc, ils vont vouloir se diversifier sur d'autres compartiments, quitte à vendre des forfaits téléphoniques, qui n'a aucun sens pour une banque de faire ça. Plus loin, on peut aller même plus loin. Il y a des banques maintenant qui vendent des alarmes, de la sécurité, un abonnement pour la maison, l'appartement, ils viennent t'installer ton alarme et tout. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de PNB, ça rapporte beaucoup, il y a beaucoup de marge à se faire. Et donc on est parti d'un modèle produit financier vers un modèle très polyvalent. Déjà qu'on n'était pas très expert dans ce qu'on proposait en produits financiers. C'est ça aussi. Mais maintenant, vu qu'on demande une certaine polyvalence aux conseillers, ils ont encore moins de temps à consacrer aux produits financiers, à s'intéresser à ce qu'ils vendent. Plus loin, ils proposent même des leasing maintenant. Leasing voiture, et j'en passe. Donc c'est inquiétant de voir qu'il y a autant de choses qui est demandé aux conseillers. C'est sûr que là, le conseiller devient un commercial. Pour être expert du leasing à l'assurance vie, c'est pas possible en passant par l'alarme et le forfait téléphone. C'est très compliqué et on peut même aller plus loin. Les banques de détail proposent soit des semaines à thème ou soit des mois à thème. Donc, tu as effectivement tes objectifs et ton directeur d'agence, il décide, allez, mois de février, c'est le mois du produit structuré. Donc, ce mois-ci, on est en concurrence avec toutes les agences bancaires du coin et celui qui a vendu, l'agence qui aura vendu le plus de produits structurés gagne un bon cadeau. Super. Et donc, on ne peut pas faire du conseil avec des semaines ou des mois à thème. C'est pas possible. Chaque client est différent et chacun a besoin d'une solution personnalisée et sur mesure. Et donc, ça va à l'encontre même du conseil et de la personnalisation. Et finalement, on se rend compte que ce qui va driver le conseiller ou les propositions du conseiller, ça va être ses objectifs qui ont été fixés en début d'année. Je te donne un exemple. Un conseiller qui a déjà atteint ses objectifs sur, je ne sais pas moi, l'assurance vie, sur le crédit, sur les autres compartiments, et qui n'a pas encore atteint ses quotas ou ses objectifs sur les produits structurés, va avoir tendance à ne proposer que ça. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est bon, l'assurance vie, il a fait son quota, le compte titre, il a fait son quota, le crédit, l'IRD, il a fait son quota. Donc, il a besoin d'atteindre son objectif sur ce compartiment-là.
Donc finalement, on se retrouve avec du conseil drivé, même s'ils ne veulent pas se l'avouer des fois, hein. Surtout ceux qui fixent les objectifs. Donc, évidemment, les directeurs d'agence et au-dessus Oui. ne veulent pas se l'avouer. Ils le savent, mais ils ne veulent pas se l'avouer. Mais effectivement, c'est plus du conseil, on va se retrouver drivé en fonction du conseiller, est-ce qu'il a atteint tel objectif ou pas. Oui, oui, si ton prochain client il a besoin d'une assurance vie, mais que toi, tu as fait ton quota et il te manque des produits structurés, bah, tu vas quand même lui refiler des produits structurés. C'est ça, c'est ça. Ça va être drivé par l'objectif qui est en cours ou l'objectif que le conseiller n'a pas encore atteint. Et donc, on a déjà cette contradiction avec le fait d'avoir des objectifs très précis et qui drive le conseil, mais des fois, ça va même plus loin. Je me rappelle de certains conseillers qui étaient heureux, qui se vantaient de vendre une prévoyance, par exemple, à un client qui n'a pas de famille. Et la conseillère en question était très contente de venir, de venir me voir et me dire, tu sais, Omar, j'ai vendu tel produit à tel client, mais il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, il n'a pas de femme. Mais en fait, il est où le conseil derrière? On n'a pas. C'est ça, ouais. Parce qu'il n'a pas de famille, il n'y a pas de famille à protéger, il n'y a pas besoin de capital prévoyance. Mais voilà, ça a été drivé par justement les objectifs qu'elle avait et le compartiment. Donc elle devait atteindre ses objectifs sur ce compartiment-là. Et donc voilà, c'était de la vente libre. Voilà, n'importe quel client qu'elle va recevoir, elle va lui proposer de la prévoyance, même si ça ne fait aucune logique derrière. Il y a des choses parfois encore plus catastrophiques. Enfin, on a vu des reportages, par exemple, Élise Lucet qui montrait aussi Mais c'est vrai. que certains conseillers pouvaient même vendre des choses à des personnes âgées ou des personnes qui sont aveugles. Et donc, on se demande si c'est pas carrément le conseiller qui aurait pas signé à la place du client. Ça peut aller très loin. C'est vrai, tu as raison. Et c'est tout ça finalement que moi j'ai reproché au modèle bancaire. Alors c'est très vrai dans le modèle classique, banque de détail, avec quelques particularités sur la banque privée et la gestion de fortune, où là, bon, il y a quelques spécificités. Mais voilà, ce qui va nous intéresser, nous, c'est 95% des gens, et 95% des gens, c'est la banque classique. Donc ça va être ce résultat-là pour eux. Donc finalement, c'est pour toutes ces raisons que j'ai pris la décision de quitter la banque. C'est venu progressivement, et plus j'avançais, plus je voyais des choses qui ne sont pas du tout en accord avec mes principes. Je ne peux pas regarder un client dans les yeux et lui vendre des choses qui ne lui correspondent pas. C'est pas possible. Moi, quand j'ai décidé de rejoindre S'investir Conseil, c'est un petit peu toutes les solutions à ces problématiques-là que je cherchais et que j'ai finalement trouvées. Exemple concret, chez S'investir Conseil, il n'y a pas d'objectif. Les collaborateurs qu'on a n'ont pas d'objectif non plus. Comme ça, le conseil est vraiment indépendant. On va apporter du conseil sur mesure, personnalisé, et pas en fonction de est-ce que j'ai fait mon quota sur l'assurance vie, est-ce que j'ai fait mon quota sur tel produit. Sur le leasing ou les alarmes. Ah ça, on n'y est pas du tout. Nous, on laisse tout ça pour les banques. Vous pouvez faire ça. Nous, on va plutôt se concentrer sur la partie financière et construire surtout l'avenir financier ou optimiser le patrimoine des clients existants. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur des problématiques patrimoniales, des problématiques de transmission, d'optimisation, et j'en passe. Donc on fait du vrai conseil sur mesure pour le coup. Ben, merci beaucoup, Omar, de nous avoir partagé ton expérience en banque privée en gestion de fortune. Avec plaisir, merci pour l'invitation Mathieu.